quand les eaux en furie de la Seine menacent de noyer la ville historique de Rouen, une archiviste de musée, Adèle Rousseau, réalise que les abris d'urgence modernes sont des pièges mortels construits sur d'anciennes plaines inondables. Se fiant à son savoir ancestral plutôt qu'à la technologie moderne, elle déterre une carte topographique du XIXe siècle et guide un groupe de survivants vers un terrain élevé, une colline oubliée, aplanie par le temps. Mais en trouvant la sécurité, ils découvrent que ce refuge est un cimetière perdu. Tandis que la décrue ronge la terre, un cercueil est exhumé, contenant la clé d'un meurtre célèbre et non élucidé qui hante la ville depuis plus d'un siècle. Plongez dans ce récit où une catastrophe naturelle lave les mensonges de l'histoire. Si l'aventure vous plaît, n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner. La pluie avait commencé comme un murmure triste sur les toits d'ardoise du vieux Rouen, une complainte automnale typique de la Normandie. Mais le murmure s'était transformé en un grondement, puis en un rugissement. Depuis 3 jours, des trompes d'eau s'abattaient sur la région, gorgant les sols et gonflant chaque affluent de la Seine. Et maintenant, le fleuve, ce grand serpent tranquille qui avait façonné l'histoire de la ville, se réveillait avec une fureur ancestrale. Adèle Rousseau sentait la vibration du fleuve à travers le sol en pierre de son domaine, les archives du musée des Antiquités. L'eau ne se contentait plus de monter, elle rampait, s'infiltrait, puis se ruait dans les rues basses du quartier historique. Depuis la fenêtre de son bureau au premier étage, elle voyait la rue de la République se transformer en un canal d'eau boueuse, charriant des poubelles, des chaises de terrasse et les débris d'une vie quotidienne balayés en quelques heures. Son sanctuaire, le sous-sol où reposaient des manuscrits médiévaux et des registres paroissiaux, était déjà condamné. Avec 2 autres membres du personnel, elle avait passé les dernières heures dans une course désespérée contre la montée des eaux, déplaçant les collections les plus précieuses vers les étages supérieurs. Mais pour chaque caisse sauvée, 10 autres étaient abandonnées à la corruption de l'eau limoneuse. La sirène d'alerte de la ville, un son lugubre et prolongé, résonnait en boucle, ajoutant une bande-son sinistre à la catastrophe. Des messages crépitaient à la radio, tous les résidents des zones inondables devaient évacuer immédiatement vers les abris désignés, le principal étant le nouveau gymnase Jean-Loup Chrétien, dans le quartier moderne de la rive gauche. C'était un ordre logique, officiel, rassurant. Mais pour Adèle, il sonnait comme une condamnation à mort. Son regard se détacha de la rue inondée pour se poser sur le mur de son bureau, où était accrochée une juxtaposition de cartes de la ville à différentes époques. D'un côté, le plan cadastral actuel, quadrillé, précis, montrant le gymnase comme un point de repère solide. De l'autre, une reproduction d'une carte de 1750, une œuvre d'art montrant une ville plus petite, entourée de champs, de marais et de plaines inondables. Et le gymnase, ce grand bâtiment moderne en béton, avait été construit précisément sur ce qui était, 2 siècles et demi plus tôt, le marais des Charrettes, une zone que la Seine avait l'habitude de réclamer à chaque crue majeure. Les ingénieurs modernes, avec leurs digues et leur système de drainage, avaient cru pouvoir dompter le fleuve. Ils avaient oublié. Mais les archives, elles, n'oubliaient jamais. Adèle sentit un frisson la parcourir, un froid qui n'avait rien à voir avec l'humidité ambiante. Les abris officiels étaient des pièges. Le fleuve ne faisait que reprendre ce qui lui avait toujours appartenu. Pendant ce temps, à quelques rues de là, le chaos était total. Thomas, un jeune journaliste pour un quotidien local, pataugeait dans l'eau jusqu'aux genoux, son appareil photo protégé sous sa veste, essayant de capturer des images de la montée des eaux. Il voyait la panique, les gens essayant de sauver quelques biens, les pompiers naviguant sur des canots pneumatiques. Son rédacteur en chef voulait du sensationnel, mais lui ne voyait que la tragédie humaine. Dans une rue adjacente, Marc et Céline tentaient de calmer leur fille de 7 ans, Chloé, terrifiée par le bruit et la vue de l'eau envahissant leur rez-de-chaussée. Ils avaient rassemblé quelques affaires dans un sac à dos et se préparaient à suivre les instructions, à rejoindre le gymnase. Et dans son appartement du 2e étage, Madame Dubois, 86 ans, regardait la scène avec une résignation calme. Elle avait déjà vu la Seine en colère, en 1955, puis en 1995. Elle savait que la vieille ville, construite sur les premières hauteurs, tiendrait. Mais elle s'inquiétait pour les jeunes, ceux qui avaient fait confiance au béton et à l'asphalte. Au musée, Adèle prit une décision. Elle ne pouvait pas sauver les milliers de personnes qui se dirigeaient vers le piège. Mais elle pouvait en sauver quelques-unes. Il lui fallait un autre plan, un plan plus ancien, plus sage. Elle se détourna de la fenêtre et courut vers le cœur du musée, vers les archives sécurisées des étages supérieurs, là où dormaient les secrets de la ville. Tandis que les derniers employés du musée évacuaient dans la précipitation, Adèle montait les escaliers à contre-courant, son esprit tournant à une vitesse vertigineuse.
Le gymnase était une erreur. Les autorités, dans leur planification moderne, avaient consulté des données des 50 dernières années, ignorant les leçons des siècles passés. Le savoir dont elle avait besoin ne se trouvait pas sur un serveur informatique ou dans un rapport d'urbanisme récent. Il se trouvait sur du papier jauni, dans l'odeur de poussière et de temps qui caractérisait son domaine, la salle des cartes et plans. Elle déverrouilla la lourde porte en chêne de la salle de consultation des archives. À l'intérieur, le chaos de l'extérieur s'évanouit, remplacé par un silence respectueux. Des milliers de rouleaux et de folios étaient rangés dans d'immenses tiroirs en bois et sur des étagères métalliques qui montaient jusqu'au haut plafond voûté. C'était sa forteresse, sa machine à remonter le temps. Mais aujourd'hui, elle n'avait pas le temps pour la contemplation. Elle avait besoin d'une carte spécifique. Pas une carte décorative ou politique, mais une carte topographique. Une carte qui montrerait le relief naturel de la ville avant les grands travaux du Second Empire et de la Troisième République, avant que les collines ne soient arasées et les vallées comblées pour faire place au progrès. Son cœur battait la chamade, l'adrénaline se mêlant à l'excitation de la recherche. C'était pour des moments comme celui-ci qu'elle avait choisi ce métier. Pour prouver que le passé n'était pas mort, qu'il était un guide pour le présent. Elle se dirigea vers la section Rouen, 19e siècle. Elle tira un large tiroir plat, révélant des dizaines de cartes protégées par du papier de soie. Elle les examina une par une, ses doigts experts parcourant les légendes et les échelles. Un plan de 1850, projet de chemin de fer de 1865. Trop tard, déjà trop influencé par les grands travaux. Il lui fallait remonter plus loin. Finalement, dans un carton étiqueté au fond du génie militaire, elle trouva le trésor. Une carte topographique de la garnison de Rouen, datée de 1885. Elle était immense, dessinée à la main sur une toile épaisse, ses couleurs encore vives malgré son âge. Elle la déroula avec précaution sur la grande table de lecture. C'était une œuvre d'art fonctionnelle. Chaque courbe de niveau était méticuleusement tracée à l'encre de Chine, chaque variation de terrain était indiquée par des hachures subtiles. Adèle passa son doigt sur la carte, retraçant le cours de la Seine. Elle localisa l'emplacement du musée, puis celui du quartier moderne où se trouvait le gymnase. Sur cette carte de 1885, la zone était encore un marécage, exactement comme elle l'avait craint, traversée par la mention zone inondable, ne pas construire. Puis, son regard balaya la périphérie de la vieille ville de l'époque. La plupart des reliefs qu'elle connaissait étaient déjà là. Mais son doigt s'arrêta sur une anomalie. Dans une zone qui, sur un plan moderne, était un simple parc public plat et sans caractère, le parc des Tilleuls, cette carte montrait une colline abrupte et distincte. Elle n'était pas très haute, peut-être une vingtaine de mètres au-dessus du niveau du fleuve, mais dans une ville qui s'inondait, 20 mètres, c'était l'Everest. La colline était nommée, dans une écriture élégante, la butte des oubliés. Le nom lui donna la chair de poule. Les oubliés. Pourquoi ce nom? La carte ne le disait pas. Mais l'information cruciale était là. Cette colline avait existé. Elle avait été arasée, nivelée au début du XXe siècle, probablement pour créer un espace public propre et hygiénique, et son souvenir avait été effacé de la mémoire collective de la ville. Mais on ne fait pas disparaître une colline. On l'étale. Le sol à cet endroit devait donc être artificiellement surélevé par rapport aux environs. C'était un îlot, un refuge potentiel que personne ne connaissait. C'était leur seule chance. Adèle sentit une poussée de certitude. Elle n'avait pas le temps de faire des recherches sur l'origine du nom. Elle plia rapidement une section plus petite et plus maniable de la carte, la glissa dans un tube de transport en plastique étanche, et attrapa une boussole qui se trouvait dans un tiroir d'instruments de cartographie. Elle jeta un dernier regard à la salle silencieuse, un havre de paix sur le point d'être laissé à la merci de la catastrophe, puis elle referma la porte et courut vers l'extérieur, vers le chaos et les eaux montantes, armée non pas d'une technologie moderne, mais d'un morceau de papier vieux de plus de 140 ans. Lorsqu'Adèle sortit du musée, le monde avait encore changé. L'eau lui arrivait maintenant à mi-cuisse, et un courant puissant rendait chaque pas difficile et dangereux. La pluie tombait toujours avec une intensité aveuglante. La plupart des gens avaient disparu, ayant soit trouvé refuge dans les étages supérieurs, soit suivi les ordres d'évacuation. Elle était presque seule dans ce paysage de désolation aquatique. Mais elle ne tarda pas à trouver d'autres âmes perdues. Près du gros horloge, symbole de la ville, un petit groupe était réfugié sous une arcade, l'air indécis et terrifié. Elle reconnut Thomas, le jeune journaliste, qui tentait de protéger son matériel tout en argumentant avec un couple qui serrait leur petite fille dans leurs bras.
Une femme âgée, que l'eau avait empêchée de rentrer chez elle, était assise sur les marches, le regard vide. C'était le groupe de Marc, Céline, Chloé et Madame Dubois. Adèle s'approcha, l'eau se déplaçant lourdement autour d'elle. « Le gymnase est un piège », cria-t-elle pour se faire entendre par-dessus le bruit de l'eau et de la pluie. Thomas se tourna vers elle, l'air agacé. « Et qui êtes-vous ? Une prophétesse de l'Apocalypse ? Les autorités nous ont dit d'aller là-bas. C'est le seul endroit sûr. » Adèle sortit le tube de son sac. « Je suis archiviste au musée. Le gymnase est construit sur un ancien marécage. C'est la première zone qui sera submergée quand les digues en amont céderont. Et croyez-moi, elles vont céder. » Elle déroula un peu la carte, la protégeant de la pluie avec son corps. « Mais je connais un endroit. Un terrain élevé que tout le monde a oublié. Une ancienne colline, juste ici. » Elle pointa un doigt sur la carte, puis dans la direction approximative du parc. Le groupe la regarda avec un mélange d'incrédulité et de pitié. Une folle avec une vieille carte. Une colline ? Mais c'est plat par là-bas, il y a le parc des Tilleuls, dit Marc, le père de famille. Exactement, répondit Adèle. L'île a été aplanie, mais la base de la colline est toujours là. Le sol est plus élevé. C'est notre seule chance. Thomas ricana. Vous voulez qu'on suive une carte de pirate au lieu des services d'urgence ? C'est absurde. C'est Madame Dubois, la vieille dame, qui fit pencher la balance. Elle se leva lentement. La butte des oubliés. Murmura-t-elle, son visage s'illuminant d'un souvenir lointain. Ma grand-mère m'en parlait. Elle disait qu'il ne fallait jamais y aller la nuit. Un endroit de mauvais augure. Mais elle disait aussi que même lors de la grande crue de 1910, l'eau ne l'avait jamais atteinte. Le témoignage de la vieille femme, ancré dans la mémoire orale de la ville, donna soudain un poids inattendu aux paroles d'Adèle. Le folklore rejoignait l'histoire. Céline, la mère, regarda son mari. Et si elles avaient raison ? Je ne veux pas emmener Chloé dans une souricière. La décision fut prise dans l'urgence. Thomas, flairant une histoire bien plus intéressante que la couverture officielle de la catastrophe, décida de les suivre, son scepticisme à peine dissimulé. Très bien. Mais si on se noie à cause de votre carte au trésor, je m'assurerai que ça fasse la une. Le petit groupe se mit en route, formant une chaîne humaine pour résister au courant. Leur pèlerinage à travers Rouen fut une épreuve surréaliste. Adèle menait la marche, tenant sa carte et sa boussole, essayant de faire correspondre les rues du XIXe siècle à la topographie submergée du XXIe. Des voitures flottaient comme des jouets abandonnés. Les vitrines des magasins étaient brisées, leur contenu se déversant dans l'eau sale. Le silence était seulement rompu par le bruit de l'eau et les pleurs occasionnels de la petite Chloé. Ils durent faire des détours, grimper sur des voitures pour éviter des courants trop forts, s'orientant grâce à la flèche de la cathédrale qui dominait encore le paysage. Adèle, la femme timide des archives, était devenue une meneuse improbable, sa connaissance du passé étant leur seule bouée de sauvetage. Thomas, tout en prenant des photos, observait cette transformation avec une fascination grandissante. Il n'était plus sûr de savoir qui était la folle, cette femme qui faisait confiance à l'histoire, ou le reste du monde qui avait choisi de l'ignorer. Après une heure de marche épuisante et périlleuse, ils arrivèrent enfin en vue de leur destination. Le parc des Tilleuls, ou du moins ce qu'il en restait, se présentait à eux comme une vision d'espoir. Alors que les rues environnantes étaient des rivières profondes, le parc lui-même formait une île. L'eau léchait les bords du parc, mais le centre était sec, ou du moins seulement boueux. Adèle avait eu raison. La base de l'ancienne colline créait un plateau surélevé, un dôme de quelques centaines de mètres de large qui émergeait des flots. Ils sortirent de l'eau glacée, leurs jambes tremblantes de froid et d'épuisement, et s'effondrèrent sur l'herbe détrempée. Ils étaient en sécurité. Autour d'eux, l'eau continuait de monter, mais ils étaient sur un radeau de terre ferme au milieu d'un océan urbain. Le groupe était réduit au silence, un mélange de soulagement et d'étonnement. Ils regardèrent Adèle avec un respect nouveau. La femme discrète et son vieux papier avaient accompli un miracle. Le parc était désert, balayé par la pluie et le vent. Les grands tilleuls qui lui donnaient son nom offraient un abri précaire. Ils se regroupèrent sous le plus grand d'entre eux, essayant de se réchauffer. Mais alors que l'adrénaline de la fuite retombait, un sentiment d'étrangeté commença à s'installer. L'endroit avait une atmosphère pesante, une sorte de tristesse imprégnée dans le sol. Chloé, la petite fille, refusait de s'asseoir par terre,
se serrant contre sa mère en disant que le sol était le méchant. Le courant de l'inondation, en frappant les bords de leur île-refuge, commençait son lent travail d'érosion. La terre meuble, habituellement protégée par l'herbe, était arrachée par l'eau tourbillonnante. C'est Thomas, en inspectant le périmètre de leur île, qui fit la première découverte. Adèle. Venez voir ça. Il pointait du doigt le bord de la berge fraîchement érodée. Une pierre grise et rectangulaire, couverte de mousse, venait d'être mise à nu. Ce n'était pas un simple rocher. Elle était taillée. Adèle s'approcha et gratta la mousse. Des lettres gravées apparurent, à peine lisibles, ici repose. C'était une pierre tombale. Un frisson collectif parcourut le groupe. Ils regardèrent autour d'eux, voyant le parc d'un œil nouveau. Les légers vallonnements du terrain n'étaient peut-être pas naturels. C'est alors que la mémoire de Madame Dubois, stimulée par la vue de la pierre, se débloqua complètement. La butte des oubliés. Répéta-t-elle, sa voix tremblante. Maintenant je me souviens. Ma grand-mère disait que c'était le cimetière des indigents. Le cimetière de ceux que personne ne réclamait. Les pauvres, les criminels, les victimes de la peste, les oubliés. Ils l'ont fermé et transformé en parc dans les années 20. Ils ont dit qu'ils avaient déplacé les corps, mais ma grand-mère a toujours dit qu'ils n'avaient fait que recouvrir le tout de terre et planter des arbres par-dessus pour que les gens oublient. La vérité les frappa avec la force d'une vague. Leur refuge, leur îlot de survie, était un cimetière. Ils campaient sur des centaines de tombes anonymes. La butte des oubliés n'était pas seulement un nom sur une carte, c'était la description littérale de ce lieu. La connaissance d'Adèle les avait sauvés du déluge, mais elle les avait conduits dans un lieu hanté par l'histoire, un lieu où les morts attendaient patiemment sous leurs pieds que quelqu'un se souvienne d'eux. La pluie continuait de tomber, et l'eau continuait de gratter la terre, comme si elle était déterminée à révéler tous les secrets que la butte avait si longtemps gardés. La nuit tomba, une obscurité liquide à peine percée par les lumières lointaines et erratiques de la ville sinistrée. Le petit groupe de survivants se serra les uns contre les autres sous le grand tilleul, partageant le peu de nourriture qu'ils avaient, un silence pesant s'étant installé entre eux. La connaissance qu'ils se trouvaient sur un cimetière avait transformé leur refuge en une sorte de sanctuaire profané. Chaque rafale de vent dans les branches semblait être un murmure, chaque goutte de pluie tombant sur les feuilles un pas fantomatique. Ils n'étaient plus seulement des naufragés, mais des veilleurs involontaires. L'eau, cependant, était indifférente à leurs angoisses. Elle continua son travail implacable. La Seine en crue, forcée dans les rues étroites de la ville, créait des courants puissants et des tourbillons, et les bords de leur île-parc étaient constamment attaqués. Le processus d'érosion s'accélérait. Au lever du jour, un spectacle macabre s'offrit à eux. La décrue avait commencé. Le niveau de l'eau avait baissé d'1 mètre ou 2, mais le retrait était encore plus destructeur que la montée. L'eau, en se retirant, emportait avec elle des pans entiers de terre et de gazon, révélant le passé comme une peau qu'on écorche. Le long du périmètre de la butte, des dizaines de nouvelles pierres tombales étaient apparues, inclinées à des angles étranges. Certaines étaient brisées, d'autres étaient de simples croix de fer rouillées. Pire encore, l'érosion avait mis au jour des fragments de cercueils en bois, la plupart pourris et effondrés, révélant parfois la blancheur sinistre d'un os. Chloé se cacha les yeux, et ses parents la serrèrent fort contre eux, essayant de la protéger de cette vision d'horreur. Thomas, cependant, ne pouvait détacher son regard ni son objectif. Il photographiait la scène, non plus avec l'excitation d'un journaliste, mais avec une sorte de gravité solennelle, comme s'il documentait une exhumation archéologique imposée par la nature. Adèle, elle, ressentait une étrange dualité. L'horreur de la situation était tempérée par une curiosité d'archiviste presque clinique. C'était l'histoire à l'état brut, non cataloguée, non classifiée, se révélant de la manière la plus violente qui soit. C'est sur le flanc et de la butte, là où le courant avait été le plus fort, que la découverte la plus significative eut lieu. Un large PAN de la berge, sapé à sa base, s'effondra soudainement dans un bruit sourd de terre mouillée, révélant une coupe géologique de l'histoire du lieu. Des couches de terre, de gravats, et, à environ 2 mètres de profondeur, une rangée de tombes. Mais l'une d'entre elles était différente. Tandis que les autres étaient de simples caisses de bois sombre, celle-ci était d'un gris mat et métallique, reflétant faiblement la lumière maussade du jour. C'était un cercueil de plomb. Un tel objet, coûteux et conçu pour durer, n'avait absolument rien à faire dans le cimetière des indigents. C'était une anomalie, une contradiction historique flagrante. Le cercueil était partiellement descellé,
une section du couvercle ayant été arrachée par la force de l'éboulement et du courant. Il était coincé dans la terre, à moitié exposé, comme un secret qui se débattait pour sortir de sa prison de terre. Adèle s'approcha, le cœur battant. Elle savait, avec l'instinct de l'historienne, que ce n'était pas une simple tombe. C'était une pièce d'un puzzle qu'elle ne connaissait pas encore. Pourquoi enterrer quelqu'un dans un cercueil de plomb dans le cimetière des oubliés? Ce n'était pas un honneur, c'était une dissimulation. On utilisait le plomb pour sceller quelque chose, pour le préserver, ou pour s'assurer qu'il ne soit jamais retrouvé. Thomas la rejoignit, son appareil photo en bandoulière. « Qu'est-ce que vous en pensez » demanda-t-il, sa voix basse. « Je pense, » répondit Adèle, ses yeux fixés sur le cercueil, que ce cimetière ne cachait pas seulement la pauvreté. Il cachait des crimes. Et je crois que la scène vient de nous en livrer un. La curiosité l'emporta sur la peur et le respect des morts. Il devait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce cercueil n'était pas une sépulture, c'était une archive, et Adèle ne pouvait résister à l'envie de lire le document qu'elle contenait. La décision fut prise sans qu'un mot ne soit vraiment échangé. Le mystère que représentait ce cercueil de plomb était trop puissant pour être ignoré. C'était comme si la butte elle-même, après un siècle de silence forcé, exigeait que son histoire soit enfin entendue. Avec l'aide de Marc et Thomas, Adèle entreprit la tâche difficile et macabre d'extraire complètement le cercueil de la berge boueuse. Ils utilisèrent un morceau de branche solide comme levier et leurs mains nues pour creuser la terre compacte. L'effort les réchauffa et leur donna un but, une distraction bienvenue à leur propre situation précaire. Le cercueil était incroyablement lourd. Après une heure de travail acharné, ils réussirent à le dégager et à le hisser sur une parcelle d'herbe relativement plate. Il était d'une simplicité austère, sans aucune plaque nominative, sans aucune gravure, ce qui ne faisait que renforcer le sentiment de secret et de dissimulation. Le couvercle, déjà endommagé par l'éboulement, était tordu. Il ne leur fallut pas beaucoup d'efforts pour l'ouvrir complètement. Ils utilisèrent la canne de M. Bernard comme un pied de biche, et le métal céda dans un grincement de protestation. Ils soulevèrent le lourd couvercle et le posèrent à côté. Puis, ils regardèrent à l'intérieur. Un silence de mort tomba sur le petit groupe. Ce qu'ils virent était à la fois horrifiant et étrangement poignant. Le cercueil ne contenait pas un, mais deux squelettes, enchevêtrés dans une dernière étreinte. Les os, protégés de la décomposition rapide par le seau de plomb, étaient remarquablement conservés. Le premier squelette, plus petit et plus fin, était sans aucun doute celui d'une femme. Des lambeaux d'une robe en soie, d'une couleur bleu nuit qui avait survécu au temps, s'accrochaient encore à ses os. Le second squelette était celui d'un homme, plus grand et plus robuste. Ils n'avaient pas été simplement jetés là, ils avaient été positionnés avec soin, le crâne de la femme reposant sur la cage thoracique de l'homme, leurs bras enlacés. Ce n'était pas la seule chose qui frappa Adèle. Autour du cou de la femme, un objet avait survécu à la décomposition, un ruban de soie, de la même couleur que la robe, noué de manière élégante. Et dans la cavité de sa main droite, là où ses doigts s'étaient refermés pour la dernière fois, se trouvait une petite boîte en fer blanc, de la taille d'un jeu de cartes, corrodée mais hermétiquement fermée. Adèle sentit un vertige. Elle connaissait cette histoire. Chaque étudiant en histoire locale de Rouen la connaissait. Le ruban de soie, la robe. C'étaient les détails de l'affaire du ruban de soie, le cold case le plus célèbre de la ville, datant de 1888. L'histoire officielle racontait qu'Édouard de Valois, un riche négociant en textile, avait été retrouvé assassiné dans son hôtel particulier. Sa jeune et belle épouse, Isabelle, avait disparu la même nuit, tout comme une grande quantité de bijoux. La police en avait conclu qu'elle était l'assassin, une femme avide qui s'était enfuie avec son amant et le butin. Elle n'avait jamais été retrouvée. Mais l'histoire officielle venait de voler en éclats. Isabelle de Valois n'avait pas fui. Elle était là, dans ce cercueil, et elle n'était pas seule. Si le second corps était celui de son mari, cela n'avait aucun sens. Il avait été retrouvé et enterré dans le caveau familial. Alors, qui était cet homme avec qui elle était enterrée? Et pourquoi était-il ici, dans une tombe anonyme au cimetière des oubliés? Thomas, sentant l'importance du moment, filmait la scène avec son téléphone, dont il gérait la batterie avec une extrême parcimonie. « Mais qu'est-ce que ça veut dire, Adèle » demanda-t-il, sa voix remplie d'une excitation fébrile. Adèle ne le regardait pas. Elle était penchée sur le cercueil, son esprit d'archiviste travaillant à plein régime, assemblant les pièces du puzzle. « Ça veut dire, dit-elle lentement,
que l'histoire que nous connaissons tous est un mensonge. Elle n'a pas tué son mari. Elle a été assassinée. Et celui qui l'a tuée a tout fait pour que son corps, et son secret, ne soient jamais retrouvés. Son regard se posa sur la petite boîte en fer blanc, serrée dans la main du squelette. La vérité n'était pas seulement dans les os. Elle était là-dedans. Avec une précaution infinie, comme si elle manipulait le manuscrit le plus fragile de ses archives, Adèle tendit la main et détacha délicatement la petite boîte en fer blanc des doigts osseux d'Isabelle de Valois. La boîte était légère, et le son de quelque chose de petit bougeant à l'intérieur se fit entendre lorsqu'elle la secoua doucement. Le fermoir était complètement rouillé. Il n'y avait aucun moyen de l'ouvrir sans l'endommager. Adèle chercha un outil. Marc lui tendit un petit couteau suisse qu'il avait dans sa poche. Avec la patience d'une horlogère, Adèle travailla sur le fermoir, grattant la rouille, cherchant un point de faiblesse. Le reste du groupe formait un cercle autour d'elle, retenant son souffle. Le seul son était le crépitement de la pluie qui avait repris et le grattement métallique du couteau d'Adèle. Finalement, avec un petit clic satisfaisant, le fermoir céda. Adèle souleva le couvercle. L'intérieur avait été bien protégé. La boîte contenait 3 objets. Le premier était un petit carnet de cuir souple, à peine plus grand que la paume de sa main, dont les pages étaient couvertes d'une écriture fine et élégante. Le deuxième était une paire de boutons de manchette en argent, ternis mais magnifiquement gravés d'un monogramme, AD. Et le troisième était une mèche de cheveux blonds, attachée par un fil d'or. Adèle sortit le carnet avec des mains tremblantes. Les premières pages étaient un journal intime classique d'une femme de la haute société de la fin du XIXe siècle, des notes sur des bals, des robes, des visites. Mais en tournant les pages, le ton changea. L'écriture devint plus pressée, plus nerveuse. Adèle commença à lire à voix haute, sa voix claire résonnant dans le silence du parc dévasté, tandis que la caméra de Thomas tournait. Le journal racontait une histoire secrète, une histoire de courage et de trahison. Édouard et Isabelle de Valois n'étaient pas seulement de riches négociants. Ils utilisaient leur fortune et leurs relations pour aider des républicains et des socialistes, des ennemis du régime, à fuir la France. Leur commerce de textile était la couverture parfaite pour organiser des passages secrets vers l'Angleterre. Mais ils avaient un associé, un homme ambitieux et sans scrupules nommé Antoine Dubois ou les initiales sur les boutons de manchette. Adèle sentit Madame Dubois frissonner à côté d'elle. Antoine Dubois avait découvert leurs activités et avait commencé à les faire chanter, exigeant des sommes de plus en plus importantes. La dernière entrée du journal était datée du jour du meurtre. Isabelle écrivait avec une angoisse palpable. Antoine devient trop gourmand. Édouard a décidé de le confronter ce soir. Il veut le dénoncer. J'ai peur. J'ai une peur terrible. J'ai confié ce journal et ses boutons de manchette, la seule preuve de son chantage, à mon plus fidèle serviteur, Jacques. Si quelque chose nous arrive, il sait quoi faire. La vérité se dessina dans toute son horreur. Antoine Dubois avait dû tuer Édouard de Valois lors de la confrontation. Il avait ensuite volé les bijoux pour faire accuser Isabelle. Mais son plan n'était pas parfait. Il savait qu'Isabelle avait des preuves contre lui. Il l'avait donc traqué. Le second squelette dans le cercueil n'était pas un amant. C'était le fidèle serviteur, Jacques, probablement tué en essayant de la protéger. Dubois avait ensuite assassiné Isabelle, mais il devait se débarrasser des 2 corps et surtout, de cette boîte qui pouvait le détruire. Quoi de mieux que de les enterrer dans un cercueil de plomb, dans une tombe anonyme, au milieu des centaines d'autres morts du cimetière des oubliés? Un endroit où personne ne viendrait jamais chercher, un endroit que la ville elle-même cherchait à effacer de sa mémoire. Le crime parfait. La mèche de cheveux blonds était probablement celle de son mari, un dernier souvenir qu'elle avait voulu garder avec elle. L'histoire était complète. Isabelle de Valois n'était pas une meurtrière. C'était une héroïne, une résistante, trahie et assassinée, sa mémoire souillée pendant plus d'1 siècle. La femme oubliée de la butte des oubliés venait enfin de livrer son témoignage. Alors qu'Adèle refermait le petit carnet, le bruit d'un moteur se fit entendre, se rapprochant. Un canot des services de secours, profitant de la décrue, patrouillait dans le quartier. Thomas tira une fusée de détresse de son sac d'équipement à un accessoire qu'il gardait toujours sur lui pour ses reportages en zone à risque et l'envoya haut dans le ciel gris. Quelques minutes plus tard, le canot les accostait sur les rives boueuses de leur cimetière. Le sauvetage fut rapide et efficace, mais les secouristes regardaient avec une incrédulité stupéfaite la scène qu'ils découvraient, le petit groupe de survivants, sale et épuisé,
au milieu des tombes exhumées, veillant sur un cercueil de plomb ouvert. L'histoire de leur survie grâce à la vieille carte d'Adèle était déjà assez extraordinaire pour faire les gros titres. Mais lorsque Thomas montra aux autorités les images qu'il avait filmées et qu'Adèle leur présenta le carnet et les boutons de manchette, ils comprirent qu'ils étaient tombés sur quelque chose de bien plus grand qu'une simple inondation. Dans les jours qui suivirent, Rouen fut en état de choc. La ville se remettait à peine de la pire inondation de son histoire, mais une nouvelle vague, historique celle-ci, déferlait sur ses habitants. Adèle Rousseau, l'archiviste discrète que peu de gens connaissaient, devint une célébrité locale, puis nationale. Elle n'était plus la gardienne silencieuse du passé, mais celle qui l'avait fait parler, qui lui avait fait rendre justice. Des experts authentifièrent rapidement le journal d'Isabelle de Valois. Des tests ADN, comparés avec des descendants éloignés, confirmèrent que les squelettes étaient bien ceux d'Isabelle et de son serviteur, Jacques. L'affaire du ruban de soie fut officiellement rouverte et résolue, 140 ans après les faits. Isabelle de Valois fut réhabilitée. D'une meurtrière cupide, elle devint une figure tragique et héroïque, une martyre de ses convictions. Une plaque fut commandée pour être placée dans le hall de la mairie, et on parla de donner son nom à une rue. Mais la vérité a un prix. L'associé meurtrier, Antoine Dubois, avait fait fortune après s'être débarrassé des de Valois. Il était devenu un notable, un philanthrope, et avait fondé une dynastie. La famille Dubois était, en 2025, l'une des familles les plus respectées et les plus riches de Rouen, propriétaire de nombreuses entreprises et mécène des arts. Madame Dubois, la vieille dame du groupe, portait le même nom, mais n'avait aucun lien de parenté, une ironie cruelle du destin. La révélation du crime de leur ancêtre fut un séisme pour la famille Dubois, un scandale qui fit vaciller leur empire bâti sur un meurtre et un mensonge. La justice ne pouvait plus les condamner, mais l'histoire, elle, rendait son verdict. Le parc des Tilleuls fut fermé au public. Des archéologues prirent le relais, transformant le lieu en un immense chantier de fouilles, redonnant une identité et une histoire aux centaines d'autres oubliés enterrés là. Adèle retourna à ses archives, mais elle n'était plus la même. Elle avait prouvé que l'histoire n'était pas une collection de documents poussiéreux, mais une force vivante, capable de survivre à l'oubli et même à la fureur des éléments. La Seine, dans sa colère destructrice, avait finalement accompli un acte de justice. En lavant la terre, elle avait aussi lavé le nom d'Isabelle de Valois, et la vérité, après un siècle passé dans un coffre de plomb, avait enfin refait surface.